Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous parlerons, Inch'Allah, de les Arabes et la liberté d'expression. L'Arab wa hurriyat al-ta'bir. L'Arabe, donc les Arabes, wa hurriya, la liberté al-ta'bir d'expression. À l'écran, vous voyez une photo de Nasser al-Zafzafi. Donc, c'était un des leaders du mouvement du Hirak au Maroc. Et on reparlera de lui plus bas, Inch'Allah. Alors, j'ai pris une liste, je pense qu'elle est faite par un truc sans frontières, là, comment ça s'appelle, enfin, une liste qu'on trouve en ligne sur la liberté d'expression. Alors, il n'y a aucune objectivité absolue, cette liste a été faite, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, je considère qu'ils se basent sur des critères quand même assez objectifs, même si eux ne peuvent pas être tout à fait objectifs. Il y a le fait d'appartenir, de faire une liste et en même temps d'appartenir à une civilisation, on est plus ou moins biaisé. Comme je dis plus ou moins, je pense ils essayent d'être le plus objectif possible, les plus objectifs possibles. Et quand même, cette liste a une valeur. J'imagine mal qu'un pays arabe, surtout après ce que vous verrez dans cette vidéo, soit bien placé pour pouvoir lui-même dire je vais faire la liste et on va mettre des pays arabes parmi les premiers. Je ne pense pas que ça puisse arriver puisqu'ils ne peuvent pas se baser sur des faits concrets, objectifs pour pouvoir faire cela. Donc voilà, on a ici les premiers de la classe en termes de liberté d'expression, donc la Norvège, Finlande, Suède, Danemark, etc., Portugal, Belgique. On a dans le jeune maintenant, qui est un peu plus grave, donc avec un peu moins de liberté d'expression, l'Allemagne par exemple, des pays qu'on connaît, qui sont autour de nous, autour de la France, Espagne, Royaume-Uni, France, 33e, 34e, les États-Unis 44e, puis on passe dans le orange à partir de 49 avec voilà, Sénégal, Seychelles, Niger, etc. Et ici, il n'y a pas de pays arabe du tout dans la première partie, jusqu'à 64, il n'y a pas de pays arabe du tout. Puis le premier pays arabe, la Tunisie, classé 73e uniquement. Donc 73e, encore dans l'orange, nous sommes encore dans l'orange, on n'est pas passé dans le rouge qui devient plus grave. Donc Tunisie ici 73e, puis après dans le rouge, bas dans le rouge ici nous avons Qatar, Jordanie 128e, 129e. Ensuite 131e Émirats Arabes Unis, Palestine, Oman 136e Maroc, 146e Algérie. Puis là les derniers de la classe, on passe dans le noir ici, le plus grave, avec condamnation à mort, des procès iniques, absence d'avocat, enfin le pire, enlèvement, etc. Donc on commence par la Tunisie, la liberté d'expression menacée par la multiplication des poursuites pénales. Donc Tunis, hurriyat al-ta'bir muhaddada. Donc hurriyat al-ta'bir, on l'a vu, la liberté d'expression muhaddada, menacée. Bitazayud, avec l'augmentation, la multiplication, al-mulahaqat, les poursuites al-jina'iyya pénales. Donc Amnesty International a constaté qu'au moins 40 blogueurs et blogueuses, mudawwinoun, administrateurs et administratrices de pages Facebook très suivis, militantes politiques et défenseurs des droits humains avaient été poursuivis en justice entre 2018 et 2020 pour avoir simplement publié en ligne des contenus critiquant les autorités locales, la police ou d'autres représentants de l'État, etc. Donc Mudawwin, simplement des blogueurs poursuivis pénalement. Donc numéro 73, la Tunisie. Les cas étudiés ici n'ont pas tous donné lieu à des poursuites judiciaires ayant abouti. 4 d'entre eux en sont toujours au stade de l'enquête préliminaire, donc enquête tahqiq, al-awwali préliminaire. De même, les personnes poursuivies pour ces chefs d'accusation, tuhma, pluriel tuhem, n'ont pas toutes été arrêtées ni incarcérées, seules 9 d'entre elles l'ont été sur les 40 cas étudiés par Amnesty International. Parmi les publications Facebook ayant donné lieu à ces poursuites figuraient des allégations de corruption, donc iddia'at fasad, iddia'at les allégations, fasad la corruption, des critiques de politique publique, des propos satiriques, donc tasrihat, des propos sakhira, satiriques sur les autorités et des critiques sur le comportement de la police et les performances des fonctionnaires. Aucune des déclarations examinées par Amnesty International, Munadhamatu, l'organisation Al-Afwa, l'Amnesty Doualiya internationale, ne contenait d'incitation à la violence ni aucune autre forme de discours pouvant légitimement
constituer une infraction pénale reconnue. Ensuite, le Qatar, on est dans le rouge. À présent, numéro 128. Qatar, un poète condamné à perpétuité pour un hommage à la révolution tunisienne, rien que ça. Pour ses opinions exprimées contre le régime, un poète qatari a été condamné à la prison à vie, un jugement qui fait tâche pour la riche monarchie du Golfe qui affirmait soutenir les révolutions arabes. Donc c'était faux. Qatar al-hukmu ala sha'irin bis-sijn al-mu'abbad. Donc le jugement, donc la condamnation de sha'ir, c'est un poète, bis-sijn, sijn, la prison, al-mu'abbad, à perpétuité. Li ishadati, donc li ishada c'est l'hommage à la révolution tunisienne. Donc voir ma vidéo précédente sur l'obésité, hadith avec Omar. Donc la position du Cheikh Ahmed bin Khalifa Thani sur les droits de l'homme est dénoncée. Donc c'est ce leader du pays. Jordanie, répression accrue contre les journalistes. Donc numéro 129, juste après le Qatar. Ces incidents s'inscrivent dans une longue série de restrictions à la liberté des médias. Al-Urdun, tashdid, donc l'intensification, la répression d'id al-sahafiyin contre les journalistes. Hadihi al-hawadith, ces incidents, juz'un, sont une partie min silsilatin tawila, d'une longue série, min al-quyud, de restrictions al-mafrouda imposées à la hurriyat al-i'lam, à la liberté des médias. Donc, à Amman, le 17 août 2020, les autorités jordaniennes ont harcelé donc taharrush, le harcèlement, taharrushat, mudayaqa ou bien mudayaqat, donc deux mots possibles. Donc les autorités jordaniennes, on pourrait dire donc les autorités sulutat, comment on va utiliser harcèlement, qamet bitaharrush, on va dire qamet bitaharrush. Voilà. Et arrêter des journalistes après avoir émis une ordonnance pour limiter la couverture médiatique des manifestations et en suivi la fermeture arbitraire du syndicat des enseignants jordaniens le 25 juillet, a déclaré Human Rights Watch. Aujourd'hui, la police a abattu 2 journalistes qui couvraient les manifestations. Les restrictions à la couverture médiatique des manifestations s'inscrivent dans un contexte général de dégradation, tadahur, de la liberté de la presse, hurriyat al-sahafa, au cours des dernières années. Donc là, on est carrément dans le... Ils ont ils ont battu. Ok, 2 journalistes. Émirats Arabes Unis, persécution d'un défenseur des droits humains. Donc on est au numéro 131. Ahmed Mansour est victime de procédures judiciaires injustes et de conditions de détention abjectes. Donc Al-Imaratu Al-Arabi Al-Mutahida, donc les Émirats Arabes Unis, l'Imarat, donc les Émirats Al-Arabi Arabes, Al-Mutahida Unis, Ittihad. Donc Ittihad, c'est la persécution mudafi' d'un défenseur an huquq al-insan, des droits de l'homme. Donc Ahmed Mansour ici. Le défenseur des droits humains, Ahmed Mansour, a été arrêté le 20 mars 2017. Il a été condamné injustement en mai 2018 pour atteinte au statut et au prestige des Émirats Arabes Unis. Donc vous me direz, c'est rien du tout. Atteinte au statut et prestige, qu'est-ce que c'est que ça? Taqwid, makana wa hayba. Donc le makana, taqwid, c'est l'atteinte, makana, c'est le statut, wa hayba, le prestige des Émirats Arabes Unis et de leurs symboles, y compris de leurs dirigeants, en lien avec ses activités pacifiques en faveur des droits humains, notamment ses publications. Khassatan manshuratuhu. Donc manshurat, ce sont les publications sur les réseaux sociaux. Ce verdict et la peine prononcée ont été confirmés fin décembre 2018. Donc depuis son arrestation, ça c'est le pire, donc c'est pour ça que j'ai mis ce passage, les autorités des Émirats ont détenu Mansour dans une cellule minuscule. Je crois qu'il y avait un autre passage qui disait la taille, c'était 13 mètres carrés, quelque chose comme ça, même plus petit que ça. Ou 3 mètres carrés plutôt. Je crois que c'était 3 mètres carrés, c'était minuscule. Et au secret, l'ont privé de lecture, parce que 13 mètres carrés ça fait beaucoup, 3 mètres carrés il me semble, ou 4 mètres carrés, quelque chose comme ça. L'ont privé de lecture, de lit, imaginez, de matelas, et d'autres nécessités de base. Ihtiyajet, les nécessités de base. Il est également privé de contact réel avec les autres détenus, Nazil, Nouzala, les détenus, ou avec le monde extérieur, y compris de visites régulières ou de conversations téléphoniques avec sa femme et ses 4 fils, en violation évidente des droits des détenus définis par le droit international que les Émirats Arabes Unis prétendent faussement soutenir.
Donc la Palestine numéro 132, Palestine au printemps, Amnesty International appelait les autorités de Cisjordanie ici aussi, Ad-Difa al-Gharbiyya, Difa donc c'est la rive, al-Gharbiyya orientale, donc la traduction anglaise West Bank, convient bien, Difa la rive, Gharbiyya orientale, ouest. Mais aussi le Hamas à Gaza a libéré les personnes arrêtées pour avoir exprimé une opinion critique quant à la gestion de l'épidémie de Covid-19. En 2018, un rapport du Human Rights Watch dénonçait la détention de plusieurs dizaines de personnes sans raison claire, sinon pour avoir écrit un article ou un post Facebook critique ou pour appartenir au mauvais mouvement politique ou groupe étudiant. 25 ans après Oslo, les autorités palestiniennes n'ont qu'un pouvoir limité en Cisjordanie et à Gaza, mais là où ils ont une autonomie, ils ont développé des États policiers parallèles. Duel, Policia, Mouazia. Donc duel, des États policiers, Mouazia, parallèles. Déclaré alors Tom Porteous, directeur de programme adjoint à Human Rights Watch. Oman, numéro 133. En juin, le gouvernement a établi un centre de cyberdéfense, Ad-Difa'u al-Siberani, placé sous la direction du responsable du SSI. Ce centre s'est vu confier de très larges pouvoirs, étant notamment chargé d'inspecter les réseaux en ligne, Shabakat et l'Internet, les systèmes d'information, Anzimatu al-Ma'lumat, et les appareils électroniques des institutions civiles, militaires et privées. Le Maroc, numéro 136. Au Maroc, des militants des droits de l'homme, donc Nouchata, des activistes ou militants Nouchata ou Houquoq el-Insan, donc des droits de l'homme, dénoncent une campagne de répression, campagne Hamla al-Qama, la répression des réseaux sociaux, après que la justice a prononcé depuis 2 mois une douzaine de condamnations pour des publications sur YouTube, Facebook ou Twitter. Victime collatérale, la liberté d'expression, accuse le magazine tel quel, qui revient sur les cas d'Ayoub, 18 ans, condamné à 3 ans de prison ferme pour outrage à la personne du roi, de Moul Kasketa, que je suivais, youtubeur condamné à 4 ans ferme pour offense au roi, de Hamza Distaline, un jeune rappeur, donc Mourani Rap, condamné à 4 ans ferme pour atteinte au donc prison ferme, on dit Sijn Nafid, Nafid qui est exécuté, de prison ferme. Donc, rappeur condamné à 4 ans ferme pour atteinte aux sacralités. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Atteinte aux sacralités. Ou encore d'Abdel Ali Bahmed, poursuivi pour outrage au drapeau. C'est risible, mais bon, c'est grave. Outrage au drapeau. Izdira'u l'alem. Et atteinte à l'intégrité territoriale. Donc Nasser Zevzafi, le cas qui m'a le plus choqué, donc j'étais au Maroc, c'est pour ça, c'est pas le plus grave, mais c'est assez grave quand même, puisqu'il a pris 22 ans pour avoir exprimé juste les revendications du peuple marocain, notamment au Rif, le nord du Maroc, nord-nord-est, qui demandait donc plus d'hôpitaux, d'universités, d'avenir, de perspectives, de moyens, etc. Et juste pour avoir été très influent et le porte-parole, en gros, hein, puisqu'il était en première ligne, ils ont cherché un moyen de l'enfermer, donc il l'a enfermé pour 22 ans. Il a pris 22 ans, donc il est enfermé, il a subi de la torture d'après des rapports. Il avait 42 ans au moment de son arrestation. Voilà, c'est assez choquant, quoi, pour un pays qui se veut tout beau, tout rose, à l'étranger, figure du tourisme, etc. Et voilà, quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il y a des cas révoltants. Algérie, numéro 146, les autorités algériennes ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour écraser la dissidence, les sarq, c'est écraser, el mu'arada, donc la dissidence, et réduire au silence les isket, les protestataires du mouvement du Hirak, arrêtant et poursuivant en justice des dizaines de militantes sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, donc itihamet, les accusations, moulafaqa, donc forgées de toutes pièces, moulafaqa, ça vient de lafaqa, donc c'est inventer des histoires, uniquement parce que ces personnes ont participé à des manifestations ou exprimé des opinions politiques dissidentes. Donc là j'ai fait un récapitulatif en couleur. La Tunisie, donc le seul pays en orange, qui est déjà grave, c'est juste après les pays en jaune. Donc on avait la France, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis. Ensuite on a la Tunisie, donc 73e il me semble,
Puis ensuite, beaucoup plus bas, 128e, on a le Qatar dans la zone rouge, Jordanie, Émirats Arabes Unis, Palestine, Oman, Maroc, Algérie. Puis encore beaucoup plus bas, alors les derniers de la classe, dans une zone noire qui est la plus petite, la zone noire, mais qui est la plus dense en pays arabes, donc Irak, Libye, Égypte, Bahreïn, Yémen, Arabie Saoudite, Syrie et Djibouti. Alors j'ai pris un de ces pays, puisque si je prends tous ces pays un par un, la vidéo va durer 4 heures. Donc j'ai pris un pays et un cas, Jamel Khashoggi, vous en avez sûrement entendu parler, donc un cas grave parmi tant d'autres pour l'Arabie Saoudite, classé 170e sur 180 pays. Donc ici on a Jamel Khashoggi et on a le leader de l'Arabie Saoudite, donc Ben Salman. Donc le 2 octobre 2018, Khashoggi a disparu après son entrée au consulat saoudien à Istanbul. Il devait recueillir des documents. Donc Khashoggi, il faut que je dise, c'est un journaliste qui a les positions qu'il a, il critique pas mal de choses. C'est sa liberté, c'est son choix. Je ne suis pas d'accord forcément avec tout ce qu'il dit, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller jusqu'à le faire taire ou le tuer. Donc par exemple, il critiquait Ibn Taymiyyah. Moi, Ibn Taymiyyah, c'est un penseur que je respecte beaucoup. Voilà, donc il devait recueillir des documents auprès du consulat. Des responsables saoudiens ont affirmé qu'il n'était pas responsable de la mort de Khashoggi, mais qu'il n'était pas en mesure de fournir des preuves de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, des responsables turcs ont déclaré que des agents saoudiens l'avaient tué et démembré avant de le jeter dans une forêt turque. Les responsables saoudiens ont rapporté plus tard que Khashoggi était mort dans une bagarre avec des personnes qu'il avait rencontrées au consulat. Après plusieurs semaines, comme c'est vague et bizarre. Donc mort dans une bagarre avec des personnes, qui sont ces personnes qu'il avait rencontrées au consulat. Après plusieurs semaines d'affirmations contradictoires du gouvernement saoudien, la Central Intelligence Agency, donc la CIA américaine, a conclu que le prince héritier Mohammed bin Salman, donc lui, avait ordonné l'assassinat de Khashoggi, bien que la question de savoir qui dirigeait l'assassinat soit toujours en question par certaines parties. En mai 2019, Amnesty International a affirmé que l'Arabie Saoudite avait utilisé le logiciel Pegasus de NSA Group, donc un groupe israélien, pour cibler des militants et des journalistes, y compris Khashoggi. Le directeur adjoint d'Amnesty Tech a affirmé que des gouvernements connus pour leurs violations scandaleuses des droits humains utilisent ce logiciel pour traquer les dissidents et les défenseurs des droits humains. The Kingdom Came to Canada. Un rapport du Citizen Lab montre comment Omar Abdelaziz, un autre activiste saoudien résidant au Canada, a été pris pour cible par le gouvernement saoudien pour accéder aux conversations sensibles qu'il a eues avec son ami Jamel Khashoggi. Abdelaziz avait également intenté une action en justice en décembre 2018, alléguant que les autorités saoudiennes utilisaient le logiciel espion Pegasus pour pirater son téléphone et accéder à ses conversations. Sans compter les dizaines, voire centaines de savants musulmans qui étaient très suivis sur YouTube, en ligne, etc., j'en suivais pas mal. Et franchement, de les voir là, en prison, arrêtés, en Arabie Saoudite, alors que j'entendais que du bien, la plupart du temps sortir de leur bouche, ils n'ont jamais dit en tout cas quelque chose qui méritait la prison comme ça, tant d'années, pour plus les revoir, voire la mort pour certains, torture, enlèvement, que sais-je. Et donc voilà, ce ne sont pas juste les personnes, les Saoudiens, les journalistes, les personnes qu'on va dire un peu laïques, qui sont enfermés, emprisonnés, tués, condamnés. Ce sont aussi, en fait, ce sont tous ceux qui critiquent le pouvoir. Voilà, tous ceux qui critiquent de la façon la plus petite le pouvoir. Voilà, ils seront donc au niveau liberté d'expression 170e sur 180. Voilà où on en est dans un pays qui est le berceau de l'islam, qui est à l'opposé. Pourtant, beaucoup de gens sont encore aveuglés et pensent que l'Arabie Saoudite est le pays le plus fidèle, etc. En termes de... Ouais, il faudrait se réveiller à un moment donné. Mais bon, il suffit pas de le dire. Pour beaucoup, c'est synonyme de religion, carrément. Au lieu de se fier aux livres,
se fie voilà, à l'apparence et au prestige, et la Mecque est là-bas, etc. Puis, bon, voilà. Donc cette vidéo ne se veut pas être exhaustive. C'est un sujet vaste. Vaste, non seulement si on prend tous les pays arabes, mais vaste même si on prend un pays un après l'autre, avec des cas de figure similaires et différents à la fois, avec des gens qui luttent contre des dictateurs qui utilisent des moyens similaires mais différents. Mais on en revient toujours à la même chose, donc laisser le peuple dans l'ignorance, diviser les gens en classes, utiliser de fausses accusations, les laisser dans la pauvreté, dans le manque de perspective, et les endormir au maximum, quoi, voilà. Et donc étouffer tout début de contestation pour donner de manière grave, pour donner l'exemple de voilà, fermez-la, sinon voilà ce qui peut vous arriver. Et donc on n'avance pas. Donc il y en a qui disent voilà, à partir du moment où vous émettez des critiques, ils appellent ça fitna. Donc ouais, c'est bien, alors on reste comme ça perpétuellement. Voilà, jusqu'à la fin des temps, on reste comme ça, on dit rien, puis ça va de pire en pire, puis le jour où vous dites voilà, tous ces gens-là, pourquoi ils sont en prison à votre avis, hein? Ces gens-là ne connaissent pas l'islam, ne savent pas que ils parlent de manière raisonnable, ils disent qu'il y a ce qu'ils ont appris, ils ont une conscience, voilà, ils ont une conscience, ils disent ce qui leur semble être juste. Bien sûr, ces gens-là ne veulent pas la fitna. La fitna affecte tout le monde. La fitna, c'est le désordre, la pagaille, voilà. Ça affecte tout le monde, ça va les affecter même eux. Mais il y a un moment, il y a un ras-le-bol. Il faut du changement. Il faut refaire venir les gens à la raison, si c'est possible. Ces gens ont sûrement cru qu'il était possible de faire venir des gens à la raison, d'améliorer les choses, d'ajouter leur petit grain, leur petite graine. Non, on ne veut pas de leurs petits graines, donc ils ont été enfermés. Voilà, on a des Zefzafi, voilà, très raisonnables. Je vous invite à aller vous renseigner. Lisez, donc cette vidéo est brève, mais si on prend chaque pays un par un, il y a plein de cas comme ça, d'injustice. Ouais, voilà. Donc, on va terminer là. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.